Il était presque minuit lorsque le millionnaire s'effondra devant les écrans et murmura « J'ai tout perdu ». La femme de ménage laissa son chariot, regarda l'écran pendant 3 secondes et prononça une seule phrase à voix basse. Son destin changea là. Les lumières de la ville se reflétaient sur les vitres du 32e étage de la Tour Lumière, comme si la nuit elle-même voulait être témoin de ce qui allait se produire. Il était presque minuit et le cœur financier de la capitale dormait déjà. Mais là-haut, au dernier étage exécutif, 2 vies qui ne s'étaient jamais vraiment croisées étaient sur le point de se heurter de la seule manière qui change le destin. En silence, sans témoin, et avec la force tranquille des choses imprévues. Sophie Moreau poussa son chariot de service le long du couloir moquetté de l'étage exécutif, avec les pas courts et précis qu'elle avait appris à faire au cours des dernières années de sa vie. Une femme d'âge mûr, aux gestes discrets et au regard intelligent, employée de nuit chez Service Intégré Aurore. Elle portait un petit sac à dos sur l'épaule, où elle gardait un thermos de café au miel, une pomme et un gros livre à couverture bleu foncé. Un livre qu'aucun autre membre de l'équipe de nettoyage n'emportait jamais. Un livre que si l'un des cadres de l'étage l'avait vu, il aurait retenu son souffle un instant, mais aucun d'eux ne l'avait jamais regardé assez longtemps pour remarquer le livre. C'était en réalité la première règle du 32e étage. La femme au chariot était invisible. Sophie, la voix basse de Madame Hélène Duval, chef d'équipe de nuit de l'entreprise de nettoyage, femme âgée au parler sec, lui frôla l'oreille quand elle passa. N'oubliez pas le bureau du fond, le directeur général est encore à l'intérieur. Il y a près d'une demi-heure. Il m'a demandé en interne de ne laisser personne entrer avant nouvel ordre. Quand il sortira, vous entrez, faites le nécessaire et partez. Pas de salutations, pas de questions. Oui, Madame Hélène. Et autre chose, la superviseure lui retint le coude un instant. Je ne vous déteste pas, Sophie. Vous avez rejoint mon équipe il y a un bon moment déjà, et je ne comprends toujours pas ce que quelqu'un avec vos manières fait à ce poste. Mais vous faites bien votre travail, et ici, cela vaut plus que n'importe quel diplôme. Sophie inclina légèrement la tête, ne répondit pas. Il y avait longtemps qu'elle avait appris que les mots non dits pèsent moins sur l'âme que les mots qu'on s'oblige à dire quand il ne faut rien dire. Hélène s'éloigna vers l'ascenseur de service. Sophie resta seule avec son chariot dans le couloir. Elle avança lentement. Elle commença par les salles de réunion au fond du couloir. Elle nettoya des tables en verre vide, des verres oubliés, des papiers froissés qu'aucun cadre n'avait pris la peine de déchirer avant de les jeter à la poubelle. Des papiers que Sophie ne lisait jamais, bien que ses yeux, sans qu'elle le demande, eussent appris à reconnaître en une fraction de seconde s'il s'agissait d'un bilan trimestriel, d'un mémo interne ou d'un rapport d'exposition de portefeuille. Parce que Sophie Moreau avait été, des années auparavant, une autre femme, une femme qui avait étudié la modélisation de risques et la détection d'anomalies dans les systèmes algorithmiques dans une grande école européenne de prestige. 1. 2. Une femme qui avait travaillé sur un desk de trading quantitatif dans une institution financière reconnue internationalement quand elle était encore jeune et que le monde semblait une carte ouverte. Une femme dont le père, M. Étienne Moreau, professeur d'université en mathématiques appliquées, lui avait mis sa première calculatrice scientifique entre les mains avant sa première poupée, lui disant avec la solennité des hommes qui aiment ce qu'ils enseignent « Ma fille, les nombres sont un langage. Apprends à l'écouter. Les gens mentent. Les nombres jamais. » Mais cette femme n'existait plus extérieurement. Elle avait été soigneusement emballée, il y a très longtemps, au fond du cœur de Sophie, avec la photo usée de Marc Dubois, le mari décédé dans un accident alors que leur fille Clara était encore petite, et avec les années éternelles durant lesquelles cette fille malade avait exigé de sa mère chaque minute, chaque euro, chaque projet abandonné. Sophie avait tout vendu. Elle avait quitté sa carrière, elle avait disparu du monde professionnel, elle avait sauvé Clara. Aujourd'hui, Clara étudiait la médecine, brillait comme une jeune promesse, et n'avait pas la moindre idée de l'ampleur exacte de ce que sa mère avait silencieusement mis sur la table pour qu'elle puisse se relever. Et Sophie, entrée dans la maturité, sans CV récent, sans réseau, sans temps pour reconstruire à partir de zéro, avait accepté le travail à la Tour Lumière parce que c'était le travail disponible et que le service de nuit lui permettait de lire à l'aube. C'était son histoire, une histoire que personne à cet étage ne connaissait. Jusqu'à cette nuit, Sophie tourna le coin du couloir et s'arrêta. La porte du bureau principal du Fonds Lumière Capital était entr'ouverte. La lumière à l'intérieur était étrange. Pas la lumière blanche habituelle des plafonniers, mais l'éclat changeant, presque violent, de plusieurs écrans qui clignotaient simultanément. Et au milieu de cet éclat irrégulier, elle entendit un son qui la glaça de l'intérieur, un sanglot, pas fort, pas strident, le sanglot contenu, lent, presque honteux, d'un homme adulte qui l'avait retenu longtemps et qui se permettait enfin de le laisser échapper quand il pensait que personne ne l'écoutait.
Sophie resta très immobile, regarda le chariot, regarda la porte, se souvint de l'instruction d'Hélène. Faites le nécessaire et partez. La chose juste à faire à ce moment-là était de reculer, d'ignorer ce bureau, de le nettoyer le lendemain matin. Personne n'aurait su. Mais alors, de l'intérieur du bureau, une voix masculine et brisée, presque un murmure, prononça à voix haute une phrase que Sophie entendit avec la netteté d'un coup. « J'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible ?» Sophie déglutit, posa ses deux mains sur le bord du chariot, et à cet instant, la femme qui cachait l'autre femme en elle depuis des années, l'analyste qui avait appris à lire les nombres alors qu'elle n'était qu'une enfant, entendit quelque chose qui la surprit encore plus que le sanglot. Elle entendit, venant de l'intérieur du bureau, le son incomparable d'une alerte sonore répétitive. Cette alerte avait un schéma très spécifique. 3 tons courts, une pause, 3 tons courts. C'était un code d'alerte de système de trading, et ce n'était pas n'importe quelle alerte, c'était une alerte d'exécution hors paramètre, le type d'avis qu'un système n'émet que lorsqu'il détecte que ses propres ordres sont traités par quelque chose de différent de sa logique originale, quelque chose que Sophie avait étudié à fond des années auparavant, quelque chose sur lequel elle avait écrit sa thèse, quelque chose dont la signature sonore était inoubliable pour quiconque avait travaillé sur des desks quantitatifs sérieux. Sophie s'approcha d'un pas de la porte. Le sanglot avait cessé. À l'intérieur, l'homme respirait lourdement. Sophie hésita. Elle allait passer son chemin. Elle allait respecter la douleur d'autrui. Mais alors, le schéma sonore de l'alerte changea légèrement, une variation minime, presque imperceptible pour une oreille non entraînée. Et cette variation dit à Sophie, en une fraction de seconde, quelque chose qui la laissa figer dans le couloir. Cette alerte ne réagissait pas à un effondrement réel du marché. Elle réagissait à un schéma d'exécution interne. Ce n'était pas une crise. Si sa vieille oreille ne la trompait pas, c'était une manipulation en cours. Sophie frappa doucement à la porte avec ses phalanges. Une fois, lentement, presque comme pour s'excuser, la voix de l'intérieur répondit d'un ton fatigué, presque vaincu. J'ai dit à la superviseure de ne laisser personne entrer. « Excusez-moi, monsieur. » La voix de Sophie sortit ferme, contrôlée. « Je suis du service de nettoyage. Si monsieur préfère, je passerai plus tard. Je voulais juste vous prévenir que je suis là. » Il y eut un long silence. Puis la voix de l'intérieur, presque sans force, « Entrez. » De toute façon, rien n'a plus d'importance. Sophie poussa la porte lentement, et ce qu'elle vit de l'autre côté confirma chacune de ses suspicions. Antoine Montaigne, fondateur et directeur général du Fonds Lumière Capital, homme d'affaires accompli, habitué à n'avoir besoin de personne, était assis dans le fauteuil exécutif en cuir derrière le bureau de verre. Sa cravate était lâche, les poignets de sa chemise défaits et sa main droite pressée contre sa tempe. Devant lui, les 3 grands moniteurs affichaient des graphiques rouges descendants avec une violence qui semblait conçue pour détruire la volonté de quiconque les regardait. Et sur le plus petit écran à droite, un message en majuscules clignotait à intervalles réguliers. Panne système. Exécution hors paramètre. Intervention requise. Antoine leva à peine le regard quand Sophie entra. Ses yeux étaient rougis, mais il ne la vit pas. Il la regarda sans la voir, comme on regarde un meuble qui entre dans la pièce. « Nettoyez vite !» murmura-t-il, et il pressa de nouveau sa tempe avec sa main. Sophie hocha la tête. Elle commença à vider la poubelle, passa le chiffon sur le bord du bureau. Ses yeux, cependant, faisaient autre chose que ses mains. Ses yeux, pendant ces quelques secondes qu'il lui fallut pour traverser la pièce, scannèrent les 3 grands moniteurs de la table avec la vitesse et la précision que l'on n'acquiert qu'avec des années de desk de trading. Ce qu'elle vit sur l'écran central la fit s'arrêter. 3 secondes s'étaient écoulées, à peine 3. Mais en ces 3 secondes, Sophie Moreau vit ce qu'aucun des analystes payés des fortunes à cet étage n'avait réussi à voir en des heures de panique. Elle vit le schéma, elle vit la signature, elle vit la trace indubitable de quelque chose qu'on enseigne dans les salles de modélisation de risque et que presque personne n'apprend vraiment parce que cela exige patience, intuition et un père mathématicien qui vous apprend à écouter les nombres depuis l'enfance. C'étaient des exécutions fantômes. Elles drainaient les positions du fond à une vitesse que l'œil humain ne pouvait détecter, mais qu'un système bien entraîné pouvait enregistrer comme une anomalie. Et le schéma des anomalies ne correspondait pas à un effondrement externe du marché, il correspondait à une séquence interne. Cet homme détruit n'était pas ruiné par le marché, il était ruiné par quelqu'un de l'intérieur. Sophie se redressa lentement, serra le chiffon contre le côté du chariot, regarda Antoine, regarda l'écran, regarda Antoine de nouveau, et pour la première fois depuis des années, elle entendit en elle la voix de son père, Monsieur Étienne, lui disant « Ma fille, les nombres ne mentent jamais, mais parfois ils hurlent. Et quand ils hurlent, il faut parler. » Elle inspira profondément, posa une main sur le bord de la table et prononça à voix basse, presque en s'excusant à l'avance, une seule phrase. «
Excusez-moi d'intervenir, monsieur, mais cet écran ne vous montre pas une défaillance du marché, il vous montre des exécutions internes anormales. Si vous n'arrêtez pas ce système dans les prochaines minutes, vous perdrez encore plus. Et non pas à cause du marché. Antoine Montaigne leva la tête, et pour la première fois cette nuit-là, il regarda la femme au chariot dans les yeux. Vraiment, le silence qui suivit la phrase de Sophie fut l'un de ces silences qui pèsent plus que n'importe quel cri. Antoine Montaigne la regarda sans ciller, la main toujours posée sur sa tempe, comme si son cerveau tentait de traiter quelque chose qui ne correspondait à aucune des catégories qu'il avait utilisées dans toute sa vie d'adulte. La femme qui nettoyait son bureau venait de lui dire en une seule phrase 2 choses qu'il n'avait pas été capable de déchiffrer en 4 heures de panique avec ses analystes les plus chers. Premièrement, que ce n'était pas une panne. Deuxièmement, que ce n'était pas le marché. Antoine retira sa main de sa tempe, se redressa lentement dans son fauteuil et pour la première fois de la soirée, sa voix sortit sans trembler. « Qu'avez-vous dit ?» Sophie serra le chiffon contre le bord du chariot. Elle sentit son cœur battre dans sa poitrine avec une force qu'elle n'avait pas ressentie depuis de nombreuses années. Une partie d'elle, la femme prudente, la femme qui avait appris à disparaître pendant toute une décennie, lui criait de s'excuser, de dire qu'elle s'était trompée, de retourner à son chariot et de nettoyer la pièce suivante. Mais l'autre partie d'elle, la vieille voix de son père Étienne lui disant « Ma fille, quand les nombres hurlent, il faut parler », lui soutint le regard. « Je vous ai dit, monsieur, que cet écran ne vous montre pas une défaillance du système. Il vous montre des exécutions internes anormales. Et si vous n'arrêtez pas le moteur algorithmique dans les prochaines minutes, vous continuerez à perdre des positions même si le marché ferme. » Antoine resta silencieux. Ses yeux rougis un instant auparavant étaient maintenant complètement éveillés, comme si quelqu'un lui avait jeté un seau d'eau froide sur la tête. « Comment savez-vous ce que je regarde ?» Sophie hésita, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Ce seuil avait été franchi à la seconde où elle avait décidé de parler. Et en elle, quelque chose qui sommeillait depuis des années commençait à se réveiller comme une bête douce mais ferme. « Monsieur, regardez la colonne de droite sur l'écran central. La colonne où sont listées les dernières exécutions par milliseconde. La voyez-vous ? Je la vois. Remarquez l'intervalle entre chaque opération. Les normales ont une variation naturelle. Les vôtres, ces dernières minutes, ont une régularité qui n'est ni humaine ni celle du marché. Chaque certain nombre d'opérations légitimes apparaît une opération qui ne correspond pas à la logique des précédentes. C'est un schéma. Et les schémas, monsieur, ne se génèrent pas seuls. Quelqu'un les programme. Antoine tourna sa chaise vers l'écran central, se pencha en avant, et pour la première fois de la nuit, il regarda les données comme il aurait dû les regarder depuis le début. Non pas avec la panique de celui qui croit qu'il perd, mais avec l'œil froid de celui qui commence à soupçonner qu'il est volé. 20 secondes s'écoulèrent. 30. Sophie ne bougea pas. Quand Antoine se tourna de nouveau vers elle, son visage avait changé. Ce n'était plus le visage de l'homme effondré d'il y a quelques minutes. C'était le visage d'un chasseur qui vient de flairer sa proie. Vous avez raison, madame. Vous avez raison. Toutes les 43 opérations, il y en a une qui ne répond pas à l'algorithme principal. Toutes les 43. Exactement. Mon système ne programme pas comme ça. Mon système ne pense pas comme ça. Ce n'est pas mon système. Sophie hocha la tête. « Coupez le moteur, monsieur, avant de continuer à parler. Coupez-le. Chaque minute où ce code continue de s'exécuter, c'est votre argent qui part vers un endroit que vous n'avez pas décidé. » Antoine hésita un instant. Puis il tendit la main vers le clavier. Ses doigts volèrent sur les touches avec la précision d'un homme qui connaissait chaque raccourci de ce logiciel par cœur. 3 commandes, un mot de passe, une confirmation. L'écran central clignota 2 fois, et alors, avec un son doux, presque un soupir, le moteur algorithmique du Fonds-Lumière Capital s'arrêta. Le silence dans le bureau devint absolu. Antoine se laissa tomber dans son fauteuil, ferma les yeux. Un instant, Sophie pensa que l'homme allait s'effondrer de nouveau, mais quand il les rouvrit, l'expression qu'il avait été nouvelle. C'était l'expression de quelqu'un qui comprenait en une fraction de seconde qu'il avait été sur le point de perdre bien plus que ce qu'il croyait déjà avoir perdu. « Madame », dit-il d'une voix lente d'homme qui a peur de se tromper au prochain mot, « dites-moi votre nom. »« Sophie Moreau, monsieur. » « Et dites-moi, madame Moreau, comment savez-vous ce que vous savez ?» Sophie baissa le regard un instant, puis le releva. Elle sentit les années de silence lui monter à la gorge comme une rivière qui avait enfin trouvé son chemin. « Parce qu'il y a de nombreuses années, monsieur, avant de commencer à pousser ce chariot, j'ai travaillé sur un desk de trading quantitatif. J'ai un master en modélisation de risques et détection d'anomalies d'une grande école européenne. 1, 2. Ma thèse portait précisément sur la signature statistique des manipulations algorithmiques internes dans les systèmes de trading. » Antoine Montaigne resta sans voix. Lentement, presque involontairement, ses yeux voyagèrent du visage de Sophie au chariot de nettoyage,
de là au petit sac à dos qu'elle portait sur son épaule, de là au contour à peine visible d'un gros livre à couverture bleu foncé qui dépassait du sac à dos. « Puis-je voir quel livre vous avez là, madame ?» Sophie hésita à peine une seconde, puis ouvrit son sac à dos, sortit le livre, le posa sur le bureau devant Antoine. C'était un livre technique de modélisation mathématique financière, édition avancée en langue originale, avec des annotations au crayon dans les marges et des passages soulignés avec précision dans chaque chapitre. Le genre de livre qu'aucun membre de l'équipe de nettoyage n'aurait jamais emporté dans un sac à dos à 23 H. Le genre de livre que seul quelqu'un qui n'a pas cessé d'appartenir au métier, même si le métier l'a laissé de côté, lit après de nombreuses années d'absence. Antoine passa le bout des doigts sur la couverture. Puis il regarda Sophie avec un mélange d'incrédulité et de respect qu'elle n'avait pas reçu depuis longtemps. « Madame Moreau, vous ne devriez pas nettoyer cet étage. Vous devriez être assise en haut avec un poste et gagner ce que gagnent les analystes qui n'ont pas été capables de voir en 4 heures ce que vous avez vu en 3 secondes. La vie a ses raisons, monsieur. » Antoine se leva, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda la ville nocturne pendant un long moment. Quand il se tourna de nouveau vers elle, il y avait dans ses yeux une nouvelle détermination. « Madame Sophie, ce que vous venez de faire m'a probablement sauvé une énorme partie de mon fonds. Mais ce qui vient maintenant est pire, bien pire. Parce que si ce que vous dites est vrai, quelqu'un de ma propre entreprise, quelqu'un ayant accès au moteur algorithmique, est en train de manipuler le mécanisme. Et s'il le manipule cette nuit, c'est que quelqu'un a planifié cette nuit. C'est que quelqu'un savait que j'allais rester seul dans le bureau. C'est que quelqu'un voulait que le fonds se réveille demain dans une situation si grave qu'il n'y aurait pas de retour. » Sophie écouta chaque mot avec le même silence respectueux avec lequel son père Étienne lui avait appris à écouter ses professeurs quand elle était enfant. « Monsieur, qui dans votre entreprise a accès au moteur algorithmique ?» Antoine y pensa à peine une seconde. La réponse lui vint rapidement, presque automatiquement, mais teintée d'une ombre qu'elle reconnut aussitôt. L'ombre de l'homme qui vient de comprendre trop tard une vérité qu'il avait sous les yeux depuis longtemps. Seulement 2 personnes au monde, madame. Moi et mon associé fondateur, Philippe Bertrand. Le nom resta suspendu dans le bureau comme une sentence. Sophie ne répondit pas. Ce n'était pas nécessaire. Le visage d'Antoine Montaigne dit tout ce dont elle avait besoin d'entendre. L'homme porta une main à son front, s'appuya contre le verre du bureau, et un instant, il redevint l'homme effondré d'il y a une demi-heure. Mais cette fois, la différence était énorme. Cette fois, il n'était plus effondré par une perte qu'il ne comprenait pas. Il était effondré par une trahison qu'il commençait tout juste à comprendre. « Philippe » murmura-t-il. « Philippe, avec moi depuis le premier jour. Philippe qui était aux funérailles de mon père. Philippe qui a signé avec moi le premier contrat de constitution du fonds alors que nous n'étions que 2 jeunes hommes sans rien. Philippe. » Sophie garda le silence. Antoine leva la tête. Ses yeux, maintenant complètement secs, avaient la fermeté froide d'un homme qui commence à calculer les conséquences en temps réel. « Madame Sophie, je dois vous demander quelque chose, et j'ai besoin que vous me répondiez honnêtement, car ce que vous déciderez dans les prochaines minutes va changer de nombreuses vies, y compris la mienne. Et si vous acceptez, la vôtre aussi. J'écoute, monsieur, j'ai besoin que vous restiez ici cette nuit avec moi. J'ai besoin que vous m'aidiez à documenter le schéma que vous avez détecté. Chaque opération, chaque milliseconde, chaque trace. J'ai besoin de construire avant l'aube une preuve technique suffisamment solide pour que demain je puisse affronter Philippe avec des preuves et non des soupçons. Et j'ai besoin de le faire avec quelqu'un qui comprend ce qu'il regarde. Et dans cet immeuble cette nuit, la seule personne qui comprend ce qu'elle regarde, c'est vous. Sophie sentit le sang lui monter aux joues. Non par fierté, par peur, par la conscience soudaine que ce seuil, une fois franchi, n'avait pas de retour en arrière. Si elle disait oui, sa vie tranquille de service de nuit et de matin de lecture allait se terminer cette même nuit. Et si elle disait non, elle se terminerait aussi, mais avec la culpabilité éternelle d'avoir vu ce qu'elle a vu et de n'avoir rien fait. Elle pensa à Clara, à sa fille qui étudiait la médecine, à tout ce qu'elle avait sacrifié pour que cette fille arrive là où elle était arrivée. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Sophie comprit que le sacrifice qu'elle avait fait n'avait pas été de se cacher pour toujours. Cela avait été d'attendre le moment exact où la vie lui demanderait de redevenir la femme qu'elle avait été. Ce moment était cette nuit. « J'accepte, monsieur. » Antoine inclina la tête avec un respect qu'il n'avait montré à presque personne depuis de nombreuses années. « Une seule condition de ma part, madame. Dites-moi, si cette nuit, nous réussissons à construire les preuves, et que demain je peux affronter Philippe avec des preuves, vous ne pousserez plus jamais de chariot dans cet immeuble. Non pas parce que pousser des chariots est peu, mais parce que pousser des chariots n'est pas votre place. Votre place est ce que vous venez de faire en 4 minutes. » Sophie ne répondit pas. Elle hocha juste la tête, les yeux brillants. Antoine marcha jusqu'à son bureau, décrocha le téléphone interne,
composa 3 chiffres. Il attendit. « Monsieur Jean-Pierre, c'est Antoine Montaigne. J'ai besoin d'un service. » La dame du service de nettoyage qui est à mon étage cette nuit, Sophie Moreau, va rester avec moi dans le bureau jusqu'à l'aube pour travailler sur une urgence opérationnelle. S'il vous plaît, communiquez à Hélène Duval que j'assume personnellement toutes les conséquences administratives de cette décision et je vous prie une discrétion absolue. Personne ne doit savoir que cette dame était à cet étage cette nuit. Puis-je compter sur vous? De l'autre côté de la ligne, la voix vieille et ferme de monsieur Jean-Pierre Dubois, le portier âgé de la Tour Lumière qui connaissait Sophie depuis le premier jour où elle avait traversé le hall, répondit par un seul mot. « Comptez sur moi ». Antoine raccrocha. Il se tourna vers Sophie avec un petit sourire, presque enfantin, le premier sourire réel qu'elle lui voyait cette soirée. « Monsieur Jean-Pierre vous apprécie, madame. Je l'ai entendu dans sa voix. Depuis combien d'années traversez-vous ce hall ? » Depuis de nombreuses années, monsieur. Eh bien, je vais vous avouer quelque chose. Monsieur Jean-Pierre m'a dit il y a quelque temps qu'il y avait dans mon immeuble une femme du service de nettoyage qui portait toujours un livre. Je me suis moqué. Je lui ai dit qu'il inventait des histoires. Je demande pardon à la vie cette nuit, madame. Monsieur Jean-Pierre voyait quelque chose que je ne voyais pas. Et à partir de demain, je vous assure, j'apprendrai à voir ce qu'il voit. Sophie sourit pour la première fois depuis de très nombreuses nuits. Un petit sourire, fatigué, magnifique. Commençons, monsieur. Et ensemble, le millionnaire effondré et la femme de ménage invisible s'assirent devant les écrans du Fonds Lumière Capital pour reconstruire, milliseconde par milliseconde, la signature d'un homme qui se croyait intouchable. Le bureau du 32e étage fut baigné d'une lumière différente à partir de cette décision. Antoine Montaigne éteignit les plafonniers et ne laissa allumer que la lampe de bureau. Les écrans, le moteur algorithmique étant arrêté, ne clignotaient plus du rouge agressif de la défaillance précédente. Il montrait des lignes statiques figées dans le temps, attendant que 2 personnes les lisent avec patience. Sophie Moreau s'assit devant le moniteur central, posa ses mains sur le bureau. Pendant une seconde, avant de commencer, elle laissa ses doigts sentir le verre froid. Tant d'années que ses mains n'avaient pas touché un tel bureau. Tant d'années que ses yeux n'avaient pas regardé un écran avec la responsabilité de déchiffrer quelque chose qui pesait des millions. Antoine approcha une autre chaise, s'assit à côté d'elle, lui tendit un nouveau carnet et un stylo. « Madame Sophie, je vais opérer le système. Vous me dites quoi chercher et où regarder. Nous notons chaque anomalie, chaque trace, chaque milliseconde. Nous devons construire avant l'aube une séquence si claire que tout expert indépendant qui la regardera demain n'aura aucune marge de doute. D'accord, monsieur? Et s'il vous plaît, Antoine baissa la voix, arrêtez de m'appeler monsieur. Cette nuit, dans ce bureau, nous sommes 2 personnes faisant le même travail. Appelez-moi Antoine. Sophie hésita un instant, puis elle hocha légèrement la tête. Antoine. Ils commencèrent par la période la plus récente, les dernières heures d'opération. Sophie demanda d'extraire le journal des exécutions par milliseconde et de le croiser avec le journal de l'algorithme principal. Antoine tapa des commandes avec la vitesse d'un homme qui connaissait ce système depuis des années. Des milliers de lignes de code apparurent dans une fenêtre latérale. Sophie parcourut les premières du regard, puis se pencha en avant. Ici, regardez ce bloc. L'exécution 43 est marquée comme automatique interne. Mais le hachage d'origine ne correspond pas au hachage de votre algorithme. C'est un identifiant qui semble le vôtre, mais ne l'est pas. Il est déguisé. Déguisé comme quoi? Celui qui a programmé cela, Antoine, n'a pas voulu cacher l'opération. Cela aurait déclenché des alertes. Il a voulu qu'elle ressemble à une opération légitime de votre système, mais avec une signature technique distincte qui laissait une porte de sortie vers un autre endroit. L'esthétique du code est la vôtre. La syntaxe interne et d'une autre main. Antoine resta à regarder l'écran pendant un long moment. Puis il secoua lentement la tête. Philippe sait écrire du code comme ça. Philippe était programmeur avant d'être associé. Philippe connaît mon algorithme ligne par ligne parce que nous l'avons construit ensemble. Je suis désolé, Antoine. Le millionnaire inspira profondément. Il ne parla pas pendant 1 minute entière. Quand il le fit finalement, sa voix était sereine, presque professionnelle. Il avait décidé en silence de laisser la douleur pour plus tard. Cette nuit-là, il n'y avait de place que pour la précision. Continuons. J'ai besoin de voir jusqu'où cela remonte dans le temps. Sophie lui demanda de revenir en arrière par bloc. Ils cherchèrent le même schéma dans les opérations de la veille. Ils le trouvèrent dans celle de la semaine précédente. Ils le trouvèrent aussi dans celle du mois précédent. Toutes les 43 opérations légitimes, une opération fantôme drainant une petite partie du bénéfice vers une destination masquée. Une portion si petite dans chaque opération individuelle qu'aucune analyse superficielle ne l'aurait détectée, mais accumulée pendant des mois, c'était une fortune. Antoine porta une main à son visage lorsque Sophie lui montra la somme estimée par extrapolation. Nous saignons depuis des mois. Je ne m'en suis pas rendu compte.
Personne ne s'en rendrait compte au premier abord, Antoine. C'est conçu pour ne pas être vu. Ce soir a été un pic. Quelque chose a accéléré la fréquence aujourd'hui. Si ce n'avait pas été cette nuit, dans quelques jours, l'hémorragie aurait été visible même pour une analyse grossière, et cela aurait déclenché toutes les alarmes. Pourquoi a-t-il accéléré aujourd'hui? Sophie y pensa un instant, et quand elle parla, sa voix avait la fermeté froide des analystes de desk, parce que quelqu'un voulait que le fonds se réveille demain dans une situation si grave que le conseil d'administration serait forcé de prendre des décisions d'urgence. Probablement vendre des positions à des prix bradés. Probablement offrir des participations à un acheteur externe qui attendait déjà. Antoine hocha lentement la tête. Philippe a des réunions depuis des mois avec un groupe d'investisseurs asiatiques qui font pression depuis longtemps pour entrer dans mon fonds. J'ai toujours dit non. C'est la réponse. Alors Antoine resta silencieux. Puis il prit le téléphone interne du bureau. Il composa un numéro direct. « Camille, c'est Antoine Montaigne. Excuse-moi l'heure, mais j'ai besoin que tu viennes à l'immeuble maintenant. Oui, cette même nuit. Non, ce n'est pas pour une facture, c'est grave. Pénal. Je t'expliquerai quand tu arriveras. Apporte ton ordinateur et un enregistreur. Oui, merci. » Il raccrocha. Il regarda Sophie. Maître Camille Rousseau, mon avocate pénaliste, jeune, brillante, spécialiste des délits financiers. 3. Si je dois affronter Philippe demain, je ne le ferai pas seul et je ne le ferai pas sans document légalement constitué. C'est bien. Pendant qu'ils attendaient Camille, Antoine se leva, marcha jusqu'à la fenêtre panoramique, resta à regarder la ville nocturne pendant un long moment. Quand il parla de nouveau, sa voix était différente. Pas la voix du directeur de fonds, la voix de l'homme derrière ce poste. « Sophie, puis-je vous poser une question personnelle? Posez-la. Pourquoi avez-vous quitté votre carrière ?» Sophie laissa le carnet sur le bureau. Elle se pencha légèrement en arrière dans sa chaise, regarda le reflet de la lampe sur le verre du bureau, et pour la première fois depuis de très nombreuses années, elle raconta à un autre être humain ce qu'elle ne racontait presque jamais. Elle raconta l'accident qui avait emporté Marc alors que Clara n'était encore qu'une petite fille qui commençait à peine à parler. Elle raconta le diagnostic médical qui était arrivé quelques mois plus tard et qui avait tout changé. Elle raconta les années où la vie s'était réduite à un hôpital, une pharmacie, une salle d'attente. Elle raconta comment elle avait vendu l'appartement, la voiture, les livres, les montres, tout, sauf les livres techniques, parce que c'était la seule chose que son père lui avait laissée, et parce que quelque chose en elle savait qu'un jour elle en aurait de nouveau besoin. Elle raconta l'année où Clara s'était finalement levée du lit et était retournée à l'école. Et l'année où Clara était entrée à l'université pour étudier la médecine. Et comment, lorsque Sophie avait tenté de revenir sur le marché professionnel, elle avait découvert que le monde avait continué sans elle, que son CV datait d'une autre décennie, que les portes étaient fermées et que le seul travail qu'elle avait trouvé était celui du service de nuit chez Services Intégrés Aurore. Et me voici, Antoine, poussant un chariot dans votre immeuble. Antoine se tourna de la fenêtre. Ses yeux étaient brillants. Sophie, Clara ne sait rien de ce que vous avez fait, n'est-ce pas? Elle sait le strict minimum. Elle sait que j'ai travaillé dans la finance avant. Elle sait que j'ai quitté ma carrière pour m'occuper d'elle. Elle ne connaît pas l'ampleur, et je ne veux pas qu'elle le sache jamais. Les filles ne doivent pas porter le fardeau des sacrifices de leur mère, Antoine. Je l'ai appris quand j'ai perdu mon propre père. Antoine baissa la tête. Je n'ai pas compris mon père à temps. Quand il est décédé, j'étais trop occupé à construire ce fonds. Je ne suis pas allé à l'hôpital les derniers jours. Philippe, lui, y est allé. Philippe était là quand je n'étais pas là et mon père, avant de mourir, m'a fait promettre de veiller sur Philippe. Il m'a dit que ce jeune homme était loyal, qu'il le traitait comme un fils. Il fit une pause. Cette nuit, Sophie, en plus de découvrir que mon associé m'a volé, j'ai découvert que mon père s'était trompé en jugeant un homme, et cela me fait plus mal que la perte d'argent. Sophie ne répondit pas immédiatement. Quand elle le fit, sa voix était douce. « Antoine, votre père ne s'est pas trompé en jugeant Philippe. Il l'a jugé pour le jeune homme qu'il était alors. Les gens changent. Parfois pour le mieux, parfois non. Votre père l'a aimé pour ce qu'il a vu. Ne le blâmez pas pour ce qu'il n'a pas pu prévoir. » Antoine porta une main à ses yeux. Il hocha lentement la tête. Il ne dit rien pendant un moment. Maître Camille Rousseau arriva au bureau près d'une heure plus tard. Jeune femme, démarche ferme, costume sobre, sac professionnel sur l'épaule. Antoine la présenta. Camille serra la main de Sophie avec un respect qui n'était pas de courtoisie, mais de reconnaissance technique immédiate. Antoine lui avait expliqué au téléphone qui était la femme assise à ses côtés. « Madame Moreau, c'est un plaisir. Antoine m'a brièvement parlé de votre parcours. Nous allons travailler ensemble cette nuit. J'ai besoin que vous m'expliquiez, en termes juridiquement utilisables, ce que vous avez exactement découvert et comment vous le prouvez. Ce dont vous avez besoin, maître. » Les trois travaillèrent sans relâche pendant les heures suivantes. Sophie expliquait le schéma technique. Camille le traduisait en langage juridique.
Antoine signait chaque document qui était prêt, autorisant Camille à agir en tant que représentante légale du fonds pour ce qui allait suivre. Avant l'aube, ils avaient déjà un dossier technique légal solide, un procès-verbal notarié prêt à être signé par un notaire ami de Camille qui arriverait tôt le matin et un plan d'action pour le lendemain matin. « Antoine, écoutez-moi bien. » Camille s'était assise sur le bord du bureau. « Demain, quand Philippe arrivera, ne l'affrontez pas seul. Je vous accompagnerai. Madame Moreau restera en dehors du bureau, dans une salle adjacente, avec tout le matériel à disposition. Si Philippe tente de nier, nous appellerons Madame Moreau et lui demanderons d'expliquer le schéma devant lui. Si Philippe tente de l'attaquer personnellement en remettant en question sa crédibilité, nous lui montrerons son CV académique que nous avons déjà commencé à documenter cette nuit. Philippe ne sortira pas de ce bureau demain en étant le même homme qu'il est entré. » Antoine hocha la tête. « Et une chose de plus, Camille. Quand tout cela sera terminé, je veux que Madame Moreau ait un poste dans mon fonds. Le poste qui lui revient, pas celui qui correspond à un organigramme existant, un nouveau. » Sur mesure, Camille sourit. « Nous en parlerons demain, Antoine. » Les premières lueurs de l'aube commencèrent à colorer le ciel derrière la fenêtre panoramique. Sophie se leva, étira ses bras. Il y avait de très nombreuses années qu'elle n'avait pas ressenti la fatigue d'une nuit de travail intellectuel intense. C'était une fatigue différente de celle de pousser un chariot pendant 8 heures. C'était une fatigue qu'elle avait oublié qu'elle existait et qui, pour la première fois depuis longtemps, lui parut agréable. Camille rangea son ordinateur. Elle pliait les derniers papiers lorsque des pas se firent entendre dans le couloir extérieur, des pas fermes, connus, de chaussures chères sur la moquette. Antoine resta très immobile, regarda Camille, regarda Sophie et dit à voix basse « C'est lui. Il est arrivé plus tôt que prévu. » La porte du bureau s'ouvrit brusquement. Sur le seuil, vêtu d'un costume impeccable, et tenant à la main un café en carton fumant, apparut Philippe Bertrand. Il sourit en voyant Antoine assis dans le fauteuil. Un sourire large, facile, complice, le sourire d'un frère de toujours. Mais le sourire se figea sur son visage lorsqu'il remarqua les 2 femmes qui se trouvaient dans le bureau, une avocate qu'il connaissait bien et une femme du service de nettoyage qu'il n'avait jamais regardée avec attention depuis des années. « Antoine, qu'est-ce que c'est que ça ?» Antoine ne répondit pas tout de suite. Il se leva lentement de son fauteuil, ajusta sa veste et soutint le regard de l'homme qui avait assisté aux funérailles de son père, de l'homme qui avait signé avec lui le premier contrat du fonds, de l'homme qui drainait depuis des mois ce qu'ils avaient tous deux construit. Ceci, Philippe, est ce à quoi tu ne t'attendais pas cette nuit. Le silence qui suivit la phrase d'Antoine fut l'un de ces silences qui divisent la vie en deux. Philippe Bertrand resta figé sur le seuil avec le café en carton, encore fumant à la main. Ses yeux, habiles à lire les marchés, mais entraînés pendant des années à ne pas lire la personne en face de lui, firent la seule chose qu'ils n'auraient pas dû faire à ce moment-là. Ils parcoururent le bureau, virent les écrans avec des lignes statiques, virent le carnet ouvert sur le bureau avec des annotations techniques qu'ils reconnurent instantanément. Ils virent maître Camille Rousseau fermant la fermeture éclair de son ordinateur. Ils virent la femme au chariot de nettoyage debout à côté du moniteur central, sans uniforme de travail à la main, sans chiffon, sans balai, juste debout, les bras croisés sur la poitrine, le regardant comme aucun membre du service n'avait jamais regardé quelqu'un dans l'histoire. Philippe sourit de nouveau, mais cette fois le sourire était tordu. « Antoine, que se passe-t-il ici ? Que fait une employée de nettoyage dans une réunion avec ton avocate à 6 heures du matin ?» Antoine marcha lentement jusqu'au bureau. Il posa ses mains sur le verre. Il regarda son associé pendant un long moment avant de parler. Quand il le fit finalement, sa voix était contrôlée, presque sereine. Mais à l'intérieur, Sophie sentit que chaque mot coupait le millionnaire de l'intérieur comme un couteau lent. « Philippe, assieds-toi, s'il te plaît. Antoine, dis-moi ce qui se passe. Assieds-toi. » Philippe hésita un instant. Puis il posa le café sur la petite table de l'entrée, ajusta sa veste, marcha jusqu'à la chaise devant le bureau et s'assit. Mais son langage corporel avait complètement changé. Les jambes croisées avec tension, les mains serrées sur les cuisses, les yeux allant d'Antoine à Camille à Sophie et revenant à Antoine. Camille ouvrit son ordinateur. Antoine prit le carnet. Sophie resta debout à côté du moniteur central, en silence. Philippe. La voix d'Antoine était douce, presque paternelle, comme quelqu'un qui parle à un fils qui va recevoir une vérité que personne ne peut plus adoucir. Hier soir, quand tu es parti du bureau à 19h30 en me disant que tu avais un dîner de famille, je suis resté ici tard. Tu sais comment je suis. Quand quelque chose ne me convient pas, je reste jusqu'à comprendre. Et hier soir, il y avait quelque chose qui ne me convenait pas. Cela faisait des semaines que ça ne me convenait pas. Antoine, laisse-moi finir. Hier soir, le système m'a montré une alerte que je n'ai pas comprise. J'ai appelé Théo, il n'a pas répondu. J'ai appelé l'équipe de support technique.
non plus. Je suis resté seul devant les écrans, regardant le fond se vider sans que je comprenne pourquoi. Et à un moment donné, je me suis effondré, Philippe. J'ai pleuré devant l'écran comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de mon père. J'ai pensé que j'avais tout perdu. Philippe ouvrit la bouche pour parler. Antoine leva une main et alors entra dans le bureau Madame Sophie Moreau. Elle est du service de nettoyage de nuit de l'immeuble. Et elle m'a dit en une seule phrase que ce que je voyais à l'écran n'était pas une défaillance du marché, mais une manipulation interne. Philippe tourna lentement la tête vers Sophie. Il la regarda avec une expression qui n'était plus celle d'un associé surpris. C'était le regard de l'homme qui comprend, en une fraction de seconde, que la pièce qu'il avait écartée comme insignifiante était celle qui allait lui coûter tout l'échiquier. « Antoine, c'est absurde. Une femme de ménage ne peut pas savoir. » « Philippe. » La voix d'Antoine baissa d'un ton. Madame Moreau a un master en modélisation de risques et détection d'anomalies d'une grande école européenne. 1-2. Sa thèse portait précisément sur la signature statistique des manipulations algorithmiques internes. Elle a travaillé des années dans un desk quantitatif de prestige international avant de se retirer pour des raisons personnelles. En 3 secondes, elle a vu sur mon écran ce qu'aucun de nos analystes n'avait vu en 4 heures. Et nous avons passé toute la nuit, elle, moi et Camille, à reconstruire la signature du schéma. Philippe déglutit. Et la signature du schéma, Philippe, porte ta main. Chaque ligne de code supplémentaire a été écrite par quelqu'un qui connaît mon algorithme principal par cœur. Chaque opération fantôme sort par un chemin masqué que seules 2 personnes au monde connaissent. Moi et toi, et ce n'était pas moi. Antoine, écoute-moi. Nous saignons depuis des mois, Philippe. Toutes les 43 opérations légitimes. Une opération fantôme drainant une fraction vers une structure parallèle. Une fraction si petite qu'aucun auditeur de surface ne la détecterait, mais accumulée, une fortune. Hier soir, tu as accéléré la fréquence. Pourquoi? Parce que tu voulais que le fonds se réveille aujourd'hui dans une crise si profonde que le conseil d'administration serait obligé d'accepter l'offre du groupe asiatique avec lequel tu es en réunion depuis des mois. L'offre que j'ai refusée 3 fois. Celle que tu as continué à négocier derrière mon dos. Philippe porta une main à son cou, desserra sa cravate. Son visage, blanc un instant auparavant, commençait à transpirer. C'est ridicule. Je n'ai jamais... Camille tourna l'écran de son ordinateur vers lui. Sur l'écran, une chaîne de courriels extraits du serveur du fonds cette même nuit, avec les identifiants corporatifs d'Antoine, montrait clairement la correspondance entre Philippe et un représentant du fonds asiatique. Date, chiffres, brouillon d'accord, avec des clauses qui ne s'activeraient que si le fonds Lumière Capital se retrouvait en état d'insolvabilité technique avant la fin du mois. Philippe ferma les yeux. Camille parla alors avec le calme professionnel que seuls les avocats pénalistes très expérimentés possèdent. « Monsieur Bertrand, vous avez 2 options. La première, vous vous retirez maintenant du bureau, vous appelez votre avocat et vous affrontez tout par la voie contentieuse longue. La seconde, vous signez aujourd'hui même une déclaration de fait assistée par votre avocat. Vous restituez volontairement ce qui est documenté comme étant indûment approprié et vous collaborez avec l'enquête pour identifier les tiers impliqués, notamment le groupe asiatique et le programmeur externe qui a écrit le code additionnel. La seconde option ne vous épargne pas la responsabilité pénale, mais elle vous épargne de nombreuses années d'un processus que vous allez de toute façon perdre, et elle permet à Monsieur Montaigne de récupérer le fonds sans détruire publiquement la réputation que vous avez tous 2 construite pendant 2 décennies. Philippe resta silencieux pendant longtemps. Quand il leva finalement la tête, ses yeux étaient rouges et son expression vaincue. « Je vais collaborer. » Bien, Camille sortit une feuille prêt, imprimée de sa mallette. Elle la lui tendit. « Appelez votre avocat. Je vous donne une demi-heure pour qu'il arrive à l'immeuble. Pendant ce temps, vous restez dans cette salle adjacente, sans accès au système, sans téléphone. » Philippe hocha la tête en silence. Il se leva, marcha jusqu'à la porte. Avant de sortir, il s'arrêta. Il se tourna à peine vers Antoine. Il voulut dire quelque chose. Cela ne lui vint pas. Il ne fit que bouger les lèvres et sortit. Camille le suivit pour l'installer dans la salle adjacente et superviser l'appel. Sophie et Antoine restèrent seuls dans le bureau. Antoine se laissa tomber dans le fauteuil, porta les mains à son visage. Pendant un long moment, il ne bougea pas. Quand il baissa finalement les mains, ses yeux étaient rougis, mais son regard serein. « Sophie, merci. Ne me remerciez pas, Antoine. Je viens de vous sauver le fonds. Je viens de sauver la vie que je croyais avoir perdue. Et il vous reste encore à me payer. Je vous répète que non. » Sophie sourit à peine. « Ce qui s'est passé cette nuit, je ne l'ai pas fait pour de l'argent. Je l'ai fait parce que mon père m'a appris à parler quand les nombres hurlent, et les nombres, cette nuit, ont hurlé très fort. » Antoine la regarda. Il allait dire autre chose. Mais à cet instant, le téléphone portable de Sophie, qu'elle avait laissé sur le bureau pendant la nuit par respect pour le travail, vibra avec insistance.
Sophie le prit. C'était Clara. Elle répondit. « Ma fille, maman, où es-tu? Je suis rentrée il y a 1 heure et tu n'es pas là. Ton uniforme non plus. Il s'est passé quelque chose ?» Sophie porta sa main libre à son front. Dans toute la tourmente de la nuit, elle n'avait pas prévenu sa fille. Clara, qui étudiait la médecine et qui avait la matinée libre ce jour-là, était rentrée à la maison en s'attendant à la trouver endormie après son service de nuit. « Ma fille, je vais bien. Je suis encore à l'immeuble. Il s'est passé des choses. Je t'expliquerai quand j'arriverai. »« Maman, quelle chose? Tu vas bien? Tu as été licenciée ?» Sophie écouta la voix de sa fille et sentit ses yeux se remplir de larmes qu'elle retenait depuis des heures. « Clara, je n'ai pas été licenciée, ma fille. C'est autre chose. Je vais bien. Je rentre dès que je peux. Je te promets que je te raconterai tout après. Maman, tu pleures? Je vais bien, ma fille. Vraiment. Maman, j'arrive. Dis-moi l'étage. Clara, non, ce n'est pas la peine. Maman, j'arrive. Clara coupa l'appel avant que Sophie ne puisse répondre. Sophie resta le téléphone à la main, le regardant sans vraiment savoir quoi faire. Antoine avait entendu une partie de la conversation. Il lui sourit avec une tendresse qu'elle n'avait pas reçue d'un homme mûr depuis très longtemps. « Votre fille arrive. Oui, je veux la connaître. Je veux qu'elle voie de ses propres yeux ce que sa mère vient de faire cette nuit. » Sophie baissa le regard. Une larme tomba sur sa main qui tenait le téléphone. « Antoine, ma fille ne sait rien de l'ampleur de ce que j'ai laissé derrière moi quand je m'occupais d'elle. Je n'ai jamais voulu qu'elle le sache. » Sophie. Antoine se leva du fauteuil, marcha jusqu'où elle était, lui parla avec une ferme douceur. « Votre fille est déjà une femme adulte. Elle étudie la médecine. Elle a le droit de savoir qui était sa mère avant d'être seulement sa mère. Et croyez-moi, quand une fille découvre, déjà adulte, l'ampleur de ce que sa mère a choisi pour elle, ce qui grandit en elle n'est pas de la culpabilité, c'est de la fierté, c'est de l'admiration, c'est de l'amour multiplié. Je le sais parce que je l'ai compris trop tard avec mon propre père. » Sophie ne put répondre. Elle hocha juste la tête en silence, tandis que les larmes coulaient librement et du couloir, encore à plusieurs étages de distance, mais montant dans l'ascenseur, Clara Dubois s'approchait du 32e étage, sans savoir que ce matin-là, elle allait rencontrer pour la première fois de sa vie la femme entière que sa mère avait gardée en silence pendant si longtemps. L'ascenseur de la Tour Lumière monta en silence jusqu'au 32e étage. À l'intérieur, Clara Dubois, jeune adulte, étudiante en médecine, survivante d'une longue convalescence infantile qui semblait déjà appartenir à une autre vie, se regarda brièvement dans le miroir latéral. Elle avait les cheveux attachés, pressés, un sac à dos rempli de livres sur l'épaule, et les yeux encore gonflés par les quelques heures de sommeil de la nuit précédente. Elle avait eu le cœur brisé d'entendre sa mère, la voix brisée, au téléphone. La porte de l'ascenseur s'ouvrit. Clara sortit dans le couloir moquetté de l'étage exécutif, et un instant, elle s'arrêta. C'était un étage qu'elle n'avait jamais foulé. Toute sa vie, elle avait entendu sa mère parler de « l'immeuble où je travaille ». Mais Sophie ne l'y avait jamais emmenée. Elle disait toujours que c'était un immeuble ennuyeux, qu'il n'y avait rien d'intéressant à voir. Clara comprit maintenant, en marchant lentement dans le couloir, que cette réponse avait toujours été une façon affectueuse de la protéger. Monsieur Jean-Pierre Dubois, le portier âgé, l'avait guidée depuis le hall. Il l'avait regardée dans les yeux lorsqu'elle s'était identifiée. Il lui avait dit avec cette solennité des personnes âgées qui ont vu trop de choses. « Montez, mademoiselle, votre mère vous attend. Et permettez-moi de vous dire quelque chose. Vous avez beaucoup de chance. Je connais votre mère depuis le premier jour où elle a traversé ce hall, et jamais, en toutes ces années, je n'ai vu une femme porter autant de dignité sur ses épaules qu'elle. » Clara l'avait remerciée en silence. Les mots du portier lui étaient restés en tête. Frappant. Elle marcha dans le couloir, passa devant plusieurs portes fermées jusqu'à ce qu'au bout du couloir, une porte entr'ouverte laisse échapper la lumière tamisée du matin, mêlée à la lueur encore allumée de quelques écrans. Clara s'approcha, passa prudemment la tête et vit. Elle vit sa mère, Sophie Moreau, assise devant un bureau de verre, le dos droit et les épaules calmes, parlant à voix basse avec un homme mûr en costume impeccable qui l'écoutait avec une attention que Clara n'avait jamais vu personne accorder à sa mère. Sur le bureau, il y avait des carnets, des papiers ordonnés, une tasse de café et un écran avec des lignes de code que Clara ne comprenait pas, mais qu'elle reconnaissait comme appartenant à un monde professionnel très spécifique. Sa mère, à ce bureau, ne ressemblait pas à la femme en uniforme qu'elle avait vue pendant des années, elle ressemblait à une autre femme, une femme qui avait toujours été là sous l'uniforme et qui, ce matin-là, était sortie pour respirer. Clara porta la main à sa bouche pour ne pas faire de bruit. Sophie entendit quelque chose, leva les yeux, et quand elle vit sa fille debout sur le seuil, ses yeux se remplirent de larmes en une fraction de seconde. Elle se leva de sa chaise, marcha vers elle, la serra dans ses bras avec la force d'une femme qui, pendant des années, avait embrassé une enfant malade, rêvant de pouvoir un jour embrasser la femme que cet enfant allait devenir.
Maman, murmura Clara contre l'épaule de Sophie. Que s'est-il passé? Qui est ce monsieur? Pourquoi as-tu ce visage? Ma fille, beaucoup de choses se sont passées. Viens, je te présente. Sophie la conduisit par la main jusqu'au bureau. Antoine Montaigne se leva avec un respect qu'il n'avait montré à personne depuis longtemps. Il tendit la main à la jeune femme avec un petit sourire mais sincère. « Clara, c'est un honneur de te rencontrer. Ta mère m'a parlé de toi cette nuit. En fait, ta mère, avant de me parler de toi, a sauvé mon entreprise. Mais ensuite, quand elle m'a parlé de toi, elle a aussi sauvé autre chose en moi. » Clara serra la main du millionnaire d'un geste courtois, mais confuse. « Excusez-moi, monsieur, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Ma mère travaille ici au service de nettoyage. Pourquoi est-ce ainsi ?» Antoine regarda Sophie, soutint son regard un instant. C'était une question silencieuse. « Je le lui dis, ou vous le lui dites ?» Sophie inspira profondément, prit les mains de sa fille dans les siennes, lui fit signe de s'asseoir sur l'une des chaises du bureau. Elle s'assit en face de Clara. Antoine, avec la délicatesse des hommes qui comprennent quand ils sont de trop, recula d'un pas, alla à la fenêtre et laissa les deux femmes dans leur espace. « Ma fille, il y a des choses de ma vie que tu ne m'as jamais demandées et que je ne t'ai jamais racontées. Non pas par mensonge, mais par souci. Tu étais petite quand tout a changé et ensuite, quand tu as grandi, je n'ai pas voulu que tu portes des fardeaux qui n'étaient pas les tiens. Mais aujourd'hui, ma fille, aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui, quelqu'un m'a dit que tu avais l'âge de savoir qui était ta mère avant d'être seulement ta mère. Et je crois que cette personne a raison. » Clara resta très immobile, les yeux énormes, sans cligner. Sophie commença à raconter. Elle raconta le père de Clara, Marc Dubois, ingénieur civil au rire facile et au grand projet, décédé dans un accident alors que Clara ne formait pas encore des phrases complètes. Elle raconta le propre père de Sophie, M. Étienne Moreau, professeur d'université en mathématiques appliquées, décédé peu avant Marc, laissant à sa fille comme unique héritage la rigueur de savoir lire les nombres comme on lit un langage. Elle raconta la carrière qu'elle avait construite jeune, ses études dans une grande école européenne, le master en modélisation de risque, les années dans un desk quantitatif de prestige international. 1, 2, elle raconta le diagnostic qui était arrivé quand Clara était encore petite et comment, à ce moment-là, Sophie avait décidé, sans hésiter une seule seconde, que la carrière pouvait attendre, mais pas la fille. Elle raconta les années d'hôpital, les traitements, la vente de tout ce qu'il possédait et comment, lorsque Clara s'était finalement levée et était entrée à l'université, le monde professionnel n'avait plus été en mesure de s'ouvrir pour Sophie. Clara écouta chaque mot sans interrompre. Au milieu du récit, les yeux de la jeune femme commencèrent à se remplir. À la fin, les larmes coulaient librement sur ses joues. Quand Sophie eut terminé, Clara ne parla pas pendant une longue minute. Puis elle se leva de sa chaise, marcha jusqu'à sa mère, s'agenouilla devant elle sur la moquette du bureau et lui serra les genoux avec la force d'une petite fille, bien qu'elle fût déjà une femme adulte. « Maman, maman, je ne savais pas la moitié de ça. Tu n'avais pas à le savoir, ma fille. Pas ainsi, pas en étant petite. J'ai toujours pensé que tu avais étudié un peu et qu'ensuite tu avais arrêté pour moi. Mais pas ça, pas une grande carrière, pas ça. » Sophie lui caressa doucement la tête. « Ma fille, ce que tu as fait de ta vie, tout ce que tu as étudié, tout ce que tu accomplis maintenant avec la médecine, vaut plus que n'importe quelle carrière que j'ai pu laisser. J'ai choisi, je ne regrette rien. Et si je devais choisir de nouveau, ma fille, je te choisirais toi encore 1000 fois. » Clara enfouit son visage dans les genoux de sa mère. Elle pleura sans retenue. Antoine, près de la fenêtre, pleurait aussi en silence, sans bouger les épaules, sans faire de bruit. Il laissait juste les larmes couler sur son visage, tandis qu'il regardait le reflet de la ville qui commençait à s'éveiller en bas. Quand Clara se redressa finalement, elle s'essuya le visage avec les mains, regarda Antoine, puis sa mère, puis Antoine de nouveau. « Monsieur, excusez-moi, je ne comprends toujours pas ce que vous avez à voir avec tout cela. » Antoine s'approcha, s'assit sur la chaise que Clara avait laissée vide. Il parla avec une nouvelle sérénité. « Clara, hier soir, dans ce bureau, je me suis effondré en croyant avoir perdu tout ce que j'avais construit en 20 ans. Ta mère est entrée pour nettoyer, a vu l'écran et en 3 secondes, avec l'œil entraîné de la professionnelle qu'elle est, elle m'a dit que ce que je croyais être une défaillance du marché était en réalité une manipulation interne par quelqu'un de mon entreprise. Elle avait raison. Nous avons passé la nuit à reconstruire la preuve avec une avocate pénaliste. Ce matin, j'ai confronté l'associé qui m'a trahi. Il a tout avoué. Si ta mère n'était pas entrée dans ce bureau hier soir, j'aurais fait faillite aujourd'hui. Mais aussi, et c'est plus important, Clara, je me serais réveillé sans comprendre que l'argent n'est pas la seule chose que l'on perd quand on ne fait pas attention. Ta mère, hier soir, m'a rendu le fond. Mais elle m'a aussi rendu la tête.
et quelque chose d'autre en moi que j'avais perdu sans m'en rendre compte. Clara regarda sa mère avec un mélange de fierté, d'étonnement et de dévotion qu'aucun œil maternel au monde ne se lasse de recevoir. « Maman, tu as fait ça? J'ai fait ce que mon père m'a appris à faire, ma fille. Parler quand les nombres hurlent. » Clara rit à travers ses larmes. Cette phrase, papy la disait toujours, n'est-ce pas? Cette phrase, papy la disait toujours. À ce moment-là, maître Camille Rousseau entra dans le bureau. Elle portait le dossier de l'accord sous le bras et une expression professionnelle qui s'adoucit en voyant la scène familiale. Elle salua Clara d'un geste respectueux. Elle adressa un bref sourire à Sophie et s'approcha d'Antoine pour l'informer que l'avocat de Philippe était arrivé à l'immeuble et que les procédures formelles pouvaient commencer dans la salle adjacente. Antoine hocha la tête, se leva. Mais avant de sortir du bureau, il se tourna vers Sophie et Clara. « Sophie, Camille et moi devons nous occuper de Philippe pendant les prochaines heures. Je vous demande un service. Profitez de ce temps pour emmener votre fille prendre le petit déjeuner. Ici, en bas, dans le hall de l'immeuble, il y a une cafétéria. Demandez à Monsieur Jean-Pierre de prévenir le barman que c'est une invitation de la maison. Prenez tout le temps dont vous avez besoin, et quand vous serez prête, demandez au portier de vous faire remonter. Nous devons parler de votre avenir, madame, de votre véritable avenir, pas de celui que la vie vous avait laissé disponible, de celui que vous méritez vraiment. » Sophie ne put répondre. Elle hocha juste la tête, les yeux remplis de larmes. Clara prit la main de sa mère, la serra. Les deux femmes sortirent du bureau ensemble. Quand elles traversèrent le couloir en direction de l'ascenseur, Clara posa sa tête contre l'épaule de sa mère pendant quelques secondes dans un petit geste qui disait tout. À la cafétéria du hall, assises devant une petite table près de la fenêtre, mère et fille commandèrent 2 cafés au lait et 2 croissants. 4, 5, 6, 7, Monsieur Jean-Pierre, fidèle à la demande d'Antoine, avait donné l'instruction au caissier avant même qu'elle n'arrive. Sophie tenta de payer. Le jeune homme derrière le comptoir lui sourit et lui dit que c'était une invitation de Monsieur Montaigne. Sophie et Clara restèrent silencieuses pendant un long moment. Ce n'était pas un silence gênant, c'était le silence de 2 femmes qui s'étaient toute leur vie mutuellement protégées et qui, enfin, ce matin-là, pouvaient respirer en même temps. « Maman, dis-moi, ma fille, es-tu heureuse ?» Sophie réfléchit un instant, puis elle prit la main de sa fille sur la table. « Ma fille, j'ai été heureuse de nombreuses fois, quand j'ai épousé ton père, quand tu es née, quand ton père t'a mise dans mes bras et que j'ai vu son visage, quand tu t'es remise de ta maladie, quand tu es entrée à l'université, quand tu m'as dit que tu allais être médecin. J'ai été heureuse de nombreuses fois, et heureuse comme aujourd'hui. Ma fille, il y a très longtemps que je ne l'étais pas. Hier soir, il s'est passé quelque chose que je ne peux pas bien t'expliquer avec des mots, mais quelque chose qui était éteint en moi depuis des années, ma fille. Cette nuit, il s'est rallumé. » Clara serra fort la main de sa mère. « Maman, promets-moi une chose, ce que tu veux. Promets-moi que tu ne te cacheras plus jamais. » Sophie ne put répondre, elle hocha juste la tête tandis que les larmes coulaient sur la table. Pendant ce temps, plusieurs étages plus haut, dans la salle adjacente au bureau, Philippe Bertrand signait la première page du document de collaboration assisté par son avocat. Camille supervisait chaque signature. Antoine observait en silence. Mais Antoine, cette fois, ne pensait pas à Philippe, il pensait à une femme qui était entrée hier soir dans son bureau avec un chariot de nettoyage et qui lui avait rendu, sans rien demander en retour, non seulement son entreprise, mais aussi la honte nécessaire pour redevenir un homme digne. Et il pensait aussi qu'il avait un poste à créer ce même matin. Un poste qui porterait le nom de la femme qui le méritait. Un poste qui, si tout allait bien, permettrait à Sophie Moreau de ne plus jamais pousser de chariot dans aucun immeuble du monde. Mais avant, il y avait un appel qu'il devait faire. Un appel à une vieille connaissance du monde financier, un jeune journaliste sérieux, spécialisé dans les marchés, qui saurait traiter l'histoire avec le respect qu'elle méritait. Julien Lefebvre. Antoine sortit son téléphone portable de sa poche et commença à composer. Le soleil de midi tombait sur la tour Lumière, avec une lumière propre, qui n'avait rien à voir avec la lumière gris-bleuâtre de la nuit précédente. À la cafétéria du hall, Sophie Moreau et Clara terminaient leur 2e café au lait lorsque le téléphone portable de Sophie vibra sur la table. C'était un message d'Antoine Montaigne. « Sophie, quand vous serez prête, montez au bureau. Tout est sous contrôle avec Philippe. L'avocate s'occupe des prochaines étapes. Je veux que vous rencontriez quelqu'un et je veux discuter avec vous du poste que j'ai mentionné cette nuit. Clara, si tu veux accompagner ta mère, tu es la bienvenue aussi. » Sophie montra le message à Clara. La jeune femme sourit. « Maman, j'y vais avec toi. Je ne raterai ça pour rien au monde. » Elles payèrent ce que le jeune homme du comptoir ne voulut pas encaisser. Antoine avait donné des ordres clairs à ce sujet et elles se dirigèrent vers l'ascenseur. Monsieur Jean-Pierre Dubois, depuis le comptoir du hall, les salua d'un hochement de tête presque solennel. Quand Sophie passa devant lui, il lui murmura quelque chose à voix basse que seule elle entendit. « Madame, ce matin,
Quand votre fille est montée pour la première fois dans cet immeuble, j'ai pensé à quelque chose que ma mère me disait quand j'étais enfant. Elle disait que la dignité des gens se mesure à la façon dont leurs enfants les regardent quand ils les revoient. La vôtre vous regarde avec fierté. Cela vaut plus que n'importe quel titre. Sophie ne put répondre. Elle serra juste la main du portier âgé et continua de marcher. Quand mère et fille entrèrent dans le bureau exécutif du 32e étage, elles trouvèrent une scène différente de celle de la nuit. Les écrans étaient éteints, les rideaux ouverts. La lumière naturelle de midi illuminait tout l'espace. Antoine était assis sur l'une des chaises du salon latéral. Non, derrière le bureau et à côté de lui, debout, il y avait 2 personnes que Sophie ne connaissait pas. Sophie, Clara, entrez. Je veux vous présenter 2 personnes. Elle, c'est Camille, vous la connaissez déjà. Camille sourit depuis le canapé. Et ce jeune homme est Théo Leclerc, l'analyste quantitatif principal du fonds. Je l'ai embauché il y a quelques mois. Je lui ai demandé de venir au bureau maintenant parce que je veux qu'il soit présent à ce que je vais dire. Théo était un jeune homme aux bonnes manières, au regard intelligent des jeunes diplômés de bonnes universités, mais avec l'humilité saine de ceux qui comprennent que le monde professionnel ne se termine pas avec le diplôme. Il tendit la main à Sophie, avec un respect qui n'était plus celui d'un poste envers un service, c'était le respect d'un professionnel envers un autre. Madame Moreau, Antoine m'a raconté ce matin ce qui s'est passé hier soir. Je dois vous avouer quelque chose, madame. Je suis l'analyste à qui le système a envoyé les premières alertes. J'étais à un dîner de famille et j'ai regardé mon téléphone du coin de l'œil. J'ai vu l'alerte. J'ai pensé que c'était un faux positif et j'ai coupé les notifications. Je suis retourné au dîner. Quand on m'a appelé à l'aube parce qu'Antoine avait essayé de me joindre, il était déjà trop tard. Si vous n'étiez pas entré dans ce bureau hier soir, madame, mon erreur aurait tout coûté. Je vous prie de m'excuser. Et je vous demande autre chose, si vous me le permettez. Je vous demande l'opportunité d'apprendre de vous. Sophie le regarda avec une douce surprise. Elle ne s'attendait pas à cette humilité d'un jeune homme de son profil. Théo, nous faisons tous des erreurs. J'en ai fait beaucoup dans ma carrière quand j'étais jeune. L'important n'est pas l'erreur, c'est ce que l'on fait après. C'est exactement ce que m'a dit Antoine ce matin, madame, et c'est pourquoi je suis ici. Antoine fit signe à Théo de s'asseoir. Puis il regarda Sophie et lui désigna d'un geste la chaise en face de lui. Clara s'assit à côté de sa mère. Camille, depuis le canapé, observait tout. Sophie, commença Antoine d'une voix sereine, qui n'avait plus rien de l'effondrement de la nuit précédente. J'ai beaucoup réfléchi ces dernières heures à la manière de vous proposer ce que je vais vous proposer, et je suis arrivé à une conclusion que je vais vous partager directement, sans fioriture. J'écoute Antoine. Ce que vous avez fait hier soir n'était pas un service, ce n'était pas un coup de chance, ce n'était pas une coïncidence. Ce que vous avez fait hier soir, c'est d'exécuter en 3 secondes une compétence technique que la plupart des analystes les mieux payés de ce pays n'ont pas. Et vous l'avez fait parce que vous l'avez cultivé pendant des années en silence, alors que la vie ne vous permettait pas de la montrer. Je ne vais pas vous offrir un poste, Sophie. Je vais vous offrir un poste créé sur mesure pour vous. Antoine tendit la main vers Camille. L'avocate lui tendit un dossier. Antoine l'ouvrit et tourna le contenu vers Sophie. Directrice de la détection des anomalies et des risques systémiques du Fonds Lumière Capital, nouveau poste, rattaché directement à moi. Sous votre supervision se trouve toute l'équipe quantitative, y compris Théo. Votre mission est de construire à partir de zéro un protocole d'audit algorithmique continu qui garantira que ce qui s'est passé cette année ne se reproduira plus jamais dans ce fonds et dans une deuxième étape, qu'il devienne une norme que nous pourrons offrir à d'autres fonds de l'industrie. Votre salaire de base sera compétitif avec tout poste équivalent sur le marché international. Le dossier contient les chiffres, je ne les lirai pas à voix haute car ce n'est pas la partie importante de cette conversation. Sophie regarda le dossier, regarda Antoine, regarda Clara, revint regarder le dossier. Au fond de ses yeux, sans qu'elle puisse l'éviter, elle vit le visage de son père, Monsieur Étienne Moreau, professeur d'université en mathématiques appliquées, assis à la table de la cuisine de la maison de son enfance, l'aidant à résoudre un problème de calcul alors qu'elle n'était encore qu'une enfant, lui disant avec cette solennité que l'on n'oublie pas « Ma fille, tu feras de grandes choses avec cette tête. Il faut juste être patiente avec le moment où le monde sera prêt à le voir. » Sophie ferma les yeux un instant. Quand elle les rouvrit, les larmes coulaient sans qu'elle essaie de les retenir. « Antoine, il y a tant d'années que je n'ai pas entendu mon nom associé à un tel poste que je ne sais presque pas quoi vous dire. Dites-moi simplement oui, Sophie. Le reste, nous le construirons ensemble. » Sophie regarda Clara. Sa fille soutint son regard, les yeux également humides. Elle hocha à peine la tête. Une petite autorisation, mais suffisante. J'accepte, Antoine. Camille sourit. Théo inclina la tête avec respect. Antoine se leva, marcha jusqu'au bureau, sortit une enveloppe qu'il avait déjà préparée,
revint à la chaise, la tendit à Sophie. À l'intérieur se trouve le contrat, mais il y a aussi autre chose que je veux que vous lisiez. Lisez-le quand vous serez seul. C'est quelque chose que j'ai écrit ce matin en vous attendant. Sophie reçut l'enveloppe avec des mains qui ne tremblaient plus. À cet instant, l'assistante d'Antoine annonça en interne l'arrivée du journaliste. Antoine lui demanda de le faire entrer. Julien Lefebvre entra dans le bureau d'un pas modeste, avec un vieux carnet sous le bras et un petit enregistreur dans l'autre main. C'était un jeune journaliste spécialisé dans la finance et les marchés, connu dans le milieu pour publier des articles techniquement rigoureux et humainement respectueux dans un média numérique de prestige. Il salua Antoine d'une poignée de main, puis il salua Camille, et quand il arriva à Sophie, il fit quelque chose qui la surprit. Il lui tendit la main avec la même révérence qu'il avait salué le millionnaire. « Madame Moreau, Antoine m'a appelé ce matin, il m'a demandé de venir. Avant toute autre chose, je veux vous dire que je comprends que cette histoire est la vôtre, pas la sienne. Si à un moment donné de cette conversation vous ne vous sentez pas à l'aise avec quelque chose, dites-le moi. Et cette chose ne sera pas publiée. Je ne suis pas venu ici pour faire un scandale. Je suis venu raconter une histoire technique avec un respect humain. » Sophie hocha la tête. Les mots du journaliste lui ôtèrent la tension qui s'était accumulée en pensant à la couverture médiatique. Pendant les 2 heures suivantes, les 5 Antoine, Sophie, Camille, Théo et Julien reconstruisirent ensemble l'histoire pour le journaliste. Sophie raconta calmement son parcours académique et professionnel antérieur. Antoine confirma l'incident de la nuit et l'ampleur de la fraude qui avait été stoppée à temps. Camille expliqua les procédures légales en cours contre Philippe Bertrand et contre le groupe d'investisseurs étrangers qui avait tenté de capitaliser sur la crise fabriquée. Théo reconnut publiquement devant l'enregistreur son erreur initiale en coupant l'alerte du système et le respect professionnel qu'il ressentait pour la femme qui avait fait ce qu'il n'avait pas été capable de faire. Julien écrivit, prit des notes, posa des questions précises, techniques, humaines. À un moment donné, il leva les yeux de son carnet et dit « Je publierai cela en une série de 3 articles. Le premier paraîtra demain. Il se concentrera sur le parcours de Madame Moreau et sur ce qu'elle a détecté. Le second paraîtra quelques jours plus tard et expliquera techniquement le mécanisme de la fraude. Le troisième, une semaine plus tard, sera une analyse du cas comme référence de gouvernance pour toute l'industrie. Antoine, êtes-vous d'accord pour que le premier article ne se concentre pas sur vous mais sur elle ? Je suis plus que d'accord, Julien. C'est la seule façon correcte. » Sophie regarda Antoine en silence et comprit à cet instant que cet homme qui la nuit précédente avait pleuré devant ses écrans en croyant avoir tout perdu, avait récupéré à l'aube quelque chose de bien plus important que l'argent. Il avait récupéré la capacité de ne pas être le centre de sa propre histoire. Quand Julien se retira du bureau, Clara s'approcha de sa mère, lui murmura à l'oreille « Maman, je dois te laisser. J'ai une garde cet après-midi à l'hôpital. Tu vas bien ?»« Je vais bien, ma fille. Plus que bien. Cette nuit, nous parlerons longtemps. Je veux que tu me racontes tout encore une fois calmement. » Cette nuit, oui, ma fille. Mère et fille s'embrassèrent en silence. Clara sortit du bureau. Antoine l'accompagna jusqu'à l'ascenseur. Quand il revint, il trouva Sophie seule dans le salon du bureau, avec l'enveloppe encore fermée dans les mains. « Sophie, je vais aussi me retirer un moment. Restez ici. Lisez la lettre quand vous voulez. Utilisez le bureau. Il est aussi le vôtre à partir d'aujourd'hui. » Antoine, attendez. Dites-moi. Je ne voulais pas demander ce matin, mais maintenant je vous le demande. Comment s'appelait votre père ? Antoine resta immobile au milieu du bureau. La question le prit au dépourvu. Puis il sourit d'un petit sourire mélancolique, réel. Mon père s'appelait Monsieur Bernard Montaigne, Sophie, professeur de philosophie morale dans une université publique. Il gagnait peu, donnait beaucoup. J'ai construit ce fonds en partie pour prouver au monde que les idées d'hommes comme lui n'étaient pas naïves. Et j'ai fini par m'éloigner pendant des années des idées d'hommes comme lui pour soutenir un fonds. La paradoxe de ma vie. Sophie hocha lentement la tête. Votre père serait fier de vous aujourd'hui, Antoine. Je l'espère, Sophie. Je l'espère. Antoine sortit du bureau. Sophie resta seule. Elle ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait le contrat, ordonné, professionnel. Et à côté du contrat, une feuille manuscrite avec la calligraphie d'Antoine. Sophie la déplia et lut. « Sophie, cette note ne fait pas partie du contrat. Elle fait partie de la dette. Mon père Bernard m'a dit quand j'étais jeune, une phrase que j'ai oubliée pendant trop d'années. Le succès ne se mesure pas au moment où l'argent arrive, il se mesure à la personne qui reste debout quand l'argent s'en va. Hier soir, j'ai perdu de l'argent pendant quelques heures et j'ai découvert, en vous regardant à côté des écrans, que la personne qui restait debout dans mon bureau n'était pas moi, c'était vous. Une femme que l'argent a abandonnée il y a des années et qui n'a jamais cessé de rester debout. Cette lettre est pour vous dire que sans le savoir, vous m'avez rendu mon père cette nuit
Et pour cela, en plus du poste, je vous serai reconnaissant le reste de ma vie, Antoine. Sophie plia lentement la lettre, la pressa contre sa poitrine, et pour la première fois dans cette séquence interminable d'heures, elle se permit de pleurer vraiment, sans retenir son visage, sans s'excuser auprès de personne, sans avoir à expliquer quoi que ce soit. Elle pleura pour son père Étienne, elle pleura pour son mari Marc, elle pleura pour la jeune femme qu'elle avait été quand le monde ne l'avait pas encore forcée à se cacher, et elle pleura aussi pour la femme qu'elle redevenait à l'extérieur de la tour Lumière. Pendant ce temps, Julien Lefebvre marchait déjà sur le trottoir, son carnet rempli, composant sur son téléphone portable le numéro de son rédacteur en chef pour lui demander de la place en première page du média numérique le lendemain. Et le lendemain, avant midi, le premier article de cette série allait paraître avec un titre qui allait parcourir pendant des semaines tout le milieu financier francophone. Mais cette histoire-là appartenait déjà au monde entier. Le lendemain matin, avant midi, le premier article du journaliste Julien Lefebvre parut en première page du média numérique où il travaillait. Le titre était simple, percutant, sans spectacle. L'analyste qui nettoyait les bureaux, la femme qui a détecté en 3 secondes ce qu'un fonds entier n'a pas vu en des mois. L'article ne fut pas un scandale. Il fut un hommage technique et humain. Julien avait tenu parole. Le centre de l'article n'était pas Antoine Montaigne, c'était Sophie Moreau, son parcours académique européen, sa thèse sur la détection d'anomalies, sa décision d'abandonner sa carrière pour s'occuper d'une fille malade. Les années de silence et la nuit où l'œil entraîné d'une femme d'âge mûr avaient sauvé un fonds d'investissement que de nombreux analystes occupant des postes brillants n'avaient pas su protéger. L'article fut partagé en chaîne. Des professeurs d'université l'envoyèrent à leurs étudiantes. Des mères qui avaient abandonné leur carrière pleurèrent en le lisant sur leur téléphone portable, en servant le petit déjeuner. De jeunes analystes le gardèrent comme référence éthique et dans les bureaux de fonds d'investissement de tout le continent, les associés plus âgés le lurent avec une nouvelle gêne, la gêne saine de celui qui comprend trop tard que la personne qui nettoie son bureau pourrait avoir un master meilleur que le sien. Les 2 articles suivants parurent les jours suivants. Le second expliquait avec rigueur technique le mécanisme de la fraude algorithmique. Le 3e proposait le cas Lumière Capital comme référence pour une nouvelle génération de protocoles d'audit continu. Le fonds Lumière Capital, loin de sombrer à cause du scandale, devint un symbole de gouvernance renouvelée dans l'industrie. Une semaine plus tard, dans une salle de réunion du 32e étage de la Tour Lumière, Sophie Moreau présida sa première réunion de travail en tant que directrice de la détection des anomalies et des risques systémiques. Elle portait un tailleur sombre sur mesure, un nouveau carnet et la petite photographie usée de Marc Dubois rangée dans la poche intérieure de sa veste. À sa droite, Théo Leclerc prenait des notes avec l'attention d'un élève qui avait enfin trouvé la maîtresse qui lui manquait. Maître Camille Rousseau avait maintenu la représentation légale du fonds dans ce qui avait suivi. Philippe Bertrand, assisté de son avocat, respecta l'accord de collaboration signé ce matin-là. Il restitua, en versements qui ne se terminèrent pas de son vivant, ce qui était documenté comme étant indûment approprié. Il accepta les conséquences civiles correspondantes. Il ne remit jamais les pieds dans le milieu financier. Quelques mois plus tard, on raconte qu'il déménagea dans une petite ville, loin du bruit, où il ouvrit un petit cabinet de conseil en finances personnelles pour les familles de travailleurs. On dit qu'il facturait le juste prix et parfois ne facturait rien du tout. Sophie, quand on lui posait des questions sur lui, elle disait toujours la même phrase. « Certaines personnes ont besoin de tout perdre pour se retrouver. Cela, au moins, je ne peux le souhaiter de mal à personne. » Le groupe d'investisseurs étrangers qui avait tenté de capitaliser sur la crise fabriquée fut identifié par le procureur. Ils n'apparurent plus jamais dans les négociations du pays. Antoine ne se permit jamais de rancune publique envers eux. Il disait que l'argent cherche toujours la faille, et que la responsabilité d'un fonds est de ne pas avoir de faille. Un après-midi, déjà au cours d'une autre saison, Antoine Montaigne ferma la porte de son bureau et descendit seul dans l'ascenseur. Il portait sous le bras un petit bouquet de fleurs et la photographie encadrée d'un homme âgé qu'il avait sorti du tiroir ce même matin. La photographie montrait M. Bernard Montaigne, professeur de philosophie morale, souriant depuis un banc de cours universitaire. Antoine conduisit en silence jusqu'au cimetière du Père-Lachaise, où était enterré son père. Il marcha le long des allées jusqu'à trouver la pierre tombale. Il resta là longtemps. Quand il parla, il le fit à voix basse, presque comme si son père était assis à côté. « Papa, j'ai mis du temps, mais cette fois je suis venu te raconter quelque chose que tu aurais aimé entendre. Une femme est entrée dans mon bureau il y a quelque temps avec un chariot de nettoyage, et elle m'a rendu la phrase que tu me disais et que j'avais oubliée, cette phrase du succès qui ne se mesure pas au moment où l'argent arrive. Je l'ai utilisée l'autre jour par écrit, papa. Je l'ai utilisée pour la remercier, mais maintenant je suis venu te la rendre à toi.
qui en est le véritable propriétaire. Merci papa. Merci pour les idées qui semblaient naïves et qui ont fini par me sauver. Il posa les fleurs, toucha la pierre tombale avec la paume de sa main et partit. Un dimanche matin, plusieurs semaines plus tard, Sophie et Clara Dubois prenaient le petit déjeuner ensemble dans la cuisine du petit appartement que l'entreprise avait aidé Sophie à acheter après son embauche. Ce n'était pas un manoir, ce n'était pas un palais, c'était un appartement lumineux, modeste, avec une table ronde en bois où mère et fille pouvaient s'asseoir face à face sans que le monde ne les presse. Clara lisait les nouvelles du week-end sur sa tablette. Soudain, elle sourit. « Maman, regarde ça. Ils viennent de publier que la Fondation Bernard Montaigne va accorder des bourses annuelles aux enfants d'employés de service qui souhaitent étudier la médecine ou les ingénieries quantitatives. Elle porte le nom du père d'Antoine et regarde la note du fond. La première bourse porte ton nom. » Sophie posa sa tasse de café sur la table. « Comment ça? La première bourse annuelle s'appelle bourse Sophie Moreau pour les filles de femmes qui ont abandonné leur carrière pour s'occuper des leurs. » Sophie porta la main à sa bouche. « Antoine ne m'a rien dit de tout ça. Maman, Antoine te rend l'appareil pour le reste de sa vie et je pense qu'il continuera, même si tu lui dis d'arrêter. » Les deux femmes restèrent silencieuses. Puis Clara prit la main de sa mère par-dessus la table. « Maman, je me suis inscrite hier. Tu t'es inscrite à quoi, ma fille? À la bourse, à ton nom. Pour terminer la spécialisation que je vais commencer après ma résidence. Je veux la pédiatrie. Je veux soigner des enfants comme moi j'ai été. Je veux que la petite fille que tu ne connais pas encore, maman, sache un jour que sa mère médecin a étudié avec une bourse Sophie Moreau. » Sophie ne put répondre, elle se leva juste de sa chaise, marcha jusqu'à sa fille et l'étreignit par derrière le cou. Les deux femmes pleurèrent ensemble en silence, tandis que la lumière du matin entrait par la fenêtre de la cuisine. Monsieur Jean-Pierre Dubois prit sa retraite de la Tour Lumière à la fin de cette saison. Antoine lui organisa une petite cérémonie dans le hall. Le portier âgé remercia en quelques mots, mais avant de partir, il s'approcha de Sophie et lui tendit quelque chose enveloppé dans du papier brun. C'était un vieux carnet. À l'intérieur, d'une écriture tremblante, Monsieur Jean-Pierre avait noté pendant des années de petites observations sur les personnes qui traversaient son hall. L'une des pages, datée de longtemps, disait simplement « Femme Sophie porte un grand livre dans son sac à dos, lit, étudie. Quelque chose de grand se cache sous cet uniforme. Un jour, cela se saura. » Sophie serra le carnet contre sa poitrine. « Monsieur Jean-Pierre, vous m'avez vu toutes ces années? Madame, je vois tout le monde, mais la plupart croient que le portier ne voit pas. Et c'est pourquoi presque personne ne me rend le regard comme vous me l'avez rendu depuis le premier jour. » Monsieur Jean-Pierre quitta l'immeuble en marchant lentement, mais avant de traverser la porte tournante, il leva la main pour saluer une dernière fois. Sophie lui rendit le geste. Hélène Duval, la chef d'équipe de nuit des services intégrés Aurore, fut promue peu après coordinatrice générale des opérations. Elle accepta le poste à condition d'intégrer à l'équipe de nettoyage de nuit d'autres professionnels plus âgés qui, comme Sophie, avaient des histoires derrière l'uniforme. Elle disait qu'elle ne pensait plus regarder ses employés sans leur demander d'abord qui elles étaient vraiment. Un matin, déjà au cours d'une autre saison, Sophie arriva tôt au 32e étage. Avant de commencer la journée, elle traversa le couloir vers le bureau qui avait été celui de Philippe Bertrand. La porte était restée fermée pendant des mois. Sophie l'ouvrit avec la clé qu'on lui avait remise. Le bureau était vide. Antoine avait décidé de ne l'attribuer à personne. Il voulait que cette pièce reste un rappel silencieux de quelque chose qu'il préférait ne pas oublier. Sophie s'approcha de la fenêtre, regarda la ville s'éveiller en bas, sortit de la poche de sa veste la petite photographie usée de Marc, la tint à contre-jour, puis la rangea de nouveau. Elle sortit de l'autre poche une feuille pliée. C'était la lettre manuscrite qu'Antoine lui avait écrite ce premier matin. Elle la lisait parfois quand elle avait besoin de se souvenir. Elle la lut de nouveau, la rangea et dit à voix haute, en regardant la ville, une seule phrase pour elle-même et pour tous ceux qui n'étaient plus là. « Papa, Marc, me voici. Je suis de retour. » Elle sourit et sortit pour commencer la journée. Certains croient que le succès se mesure au moment où l'argent arrive, au poste qui figure sur la carte de visite, au bureau que l'on occupe dans un immeuble élevé. L'histoire de Sophie Moreau existe pour nous enseigner autre chose. Le succès se mesure à la personne qui reste debout quand l'argent s'en va, à la femme qui s'occupe d'une fille sans rien demander en retour pendant des années, à l'analyste qui garde ses livres quand le monde lui ferme la porte, parce qu'elle sait qu'un jour la porte s'ouvrira et qu'elle devra être prête. Et ceux qui humilient les autres, en croyant que l'uniforme définit l'être humain, oublient toujours la même chose. Il y a des femmes qui nettoient des bureaux pendant des années, non pas parce qu'elles ne connaissent rien à la finance, mais parce qu'elles en savent trop, et parce que la vie leur a demandé pendant un temps de terre ce qu'elles savaient pour soutenir ceux qu'elles aimaient. Quand ces femmes décident enfin de parler à nouveau, elles n'ont pas besoin d'élever la voix,
Elles n'ont besoin que de 3 secondes et un monde entier. Sans savoir pourquoi, pose son café pour les écouter